Il était un peu plus d'1 heure du matin lorsque le vol T-356 atterrit à l'aéroport international de Salt Lake City. L'aéroport était calme, de ce silence qui s'installe sur une ville entre minuit et l'aube. Mackenzie Lueck, étudiante de 23 ans à l'Université de l'Utah, descendit de l'avion, tirant derrière elle une petite valise noire. Elle arrivait de Californie, où elle venait de passer la semaine avec sa famille pour dire adieu à sa grand-mère. Ses yeux étaient fatigués, mais elle était heureuse de rentrer chez elle. Les examens approchaient, ses heures de travail étaient planifiées, et sa chatte, Nala, l'attendait dans son appartement. Avant de se diriger vers la récupération des bagages, elle sortit son téléphone et envoya un texto à sa mère à Los Angeles. C'était un message court, familier, le genre de message qu'une fille envoie sans y penser. Atterri. Je t'aime, maman. Sa mère, Diane, dormait déjà. En se réveillant le lendemain matin, elle vit le message, sourit et en envoya un en retour. Mais la réponse ne fut pas livrée en iMessage. Elle passa en texto standard, dans une bulle grise, pas bleue. Diane n'y prêta pas grande attention. Peut-être que le téléphone de sa fille captait mal ou qu'elle avait désactivé le Wi-Fi. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans le silence qui suivit. Mackenzie répondait toujours vite, toujours. En fin de matinée, ce petit malaise commença à grandir. Lorsque les heures se transformèrent en une journée entière, le malaise devint de l'inquiétude. Le père de Mackenzie, Greg, essaya d'appeler. Le téléphone sonna une fois, puis bascula directement sur la messagerie vocale. Il réessaya plus tard dans la soirée, même résultat. Au début, ils se dirent ce que tous les parents se diraient. Elle était fatiguée. Peut-être qu'elle avait perdu son chargeur. Peut-être qu'elle étudiait ou passait du temps avec des amis. Mais les jours passèrent, et toujours sans nouvelles, ce réconfort s'effrita. Mackenzie n'était pas le genre de fille à disparaître. Elle était responsable, posée, une étudiante en pré-soins infirmiers et kinésiologie qui travaillait à temps partiel dans un laboratoire d'analyse biologique. Elle aimait les routines, les échéances, les listes de choses à faire. Ses amis la décrivaient comme gentille, mais prudente. Elle n'était pas téméraire. Elle ne prenait pas de risques inutiles et n'ignorait jamais ses parents bien longtemps. Le 20 juin, 3 jours après ce texto, Greg décrocha le téléphone et appela la police depuis sa maison en Californie. La voix à l'autre bout du fil était calme, procédurière. Il demanda s'il pouvait effectuer un contrôle de bien-être pour sa fille. Il expliqua qu'elle n'avait pas répondu depuis des jours, que ses appels tombaient sur la messagerie vocale, que quelque chose clochait. L'opérateur nota son nom, son âge et son adresse, un appartement près du campus de l'Université de l'Utah, et lui assura que des agents iraient voir. Lorsque les policiers arrivèrent, ils trouvèrent la voiture de Mackenzie garée à sa place habituelle devant l'immeuble. À l'intérieur de l'appartement, rien ne semblait déplacé. Son lit était fait. Ses chaussures étaient soigneusement alignées contre le mur. L'air sentait légèrement la nourriture pour animaux et la lessive. Mais il y avait une chose étrange. Sa valise, celle avec laquelle elle avait voyagé en Californie, manquait. Les agents interrogèrent ses colocataires. L'un d'eux raconta que Mackenzie lui avait demandé de s'occuper de sa chatte pendant son absence, mais il ne l'avait ni vue ni entendue depuis qu'elle avait mentionné son retour ce week-end-là. Son téléphone était toujours éteint. Aucune nouvelle publication sur les réseaux sociaux, aucune activité bancaire,
aucun signe de vie en ligne. Le premier rapport de police était prudent. Mackenzie était une adulte, après tout, et avait légalement droit à sa vie privée. Parfois, les étudiants prenaient quelques jours de congé, expliqua l'agent au téléphone à Greg. Parfois, ils avaient besoin d'espace. Mais Greg savait que ce n'était pas le cas de sa fille. Elle ne disparaîtrait pas comme ça. Il rappela le lendemain matin, insistant pour qu'ils en fassent plus. La police commença à vérifier ses derniers déplacements connus. Ils confirmèrent qu'elle avait bien embarqué sur son vol de retour à Los Angeles. Son nom figurait sur la liste des passagers. Les images de vidéosurveillance de l'aéroport la montraient quittant le terminal vers 1h45 du matin, sa valise à la main, son téléphone dans l'autre. À 2h40, son téléphone se connecta à une application de VTC, Lyft. Elle commanda une course pour son appartement dans le centre de Salt Lake City, mais les données GPS montrèrent qu'elle ne s'y rendit jamais. À la place, la voiture se dirigea vers le nord. 19 minutes plus tard, à 2h59, le chauffeur de Lyft la déposa près d'une zone tranquille appelée Hatch Park, dans la ville voisine de North Salt Lake. Elle n'avait aucune raison de se trouver là, aucun ami dans ce quartier, aucun rendez-vous prévu. Lorsque les enquêteurs contactèrent le chauffeur de Lyft, il se souvint très bien d'elle. Elle semblait calme, dit-il, fatiguée peut-être, mais polie. Elle portait ses bagages et avait l'air de savoir exactement où elle allait. Une voiture attendait à leur arrivée, un véhicule sombre, garé le long du trottoir. Le chauffeur déclara qu'elle y était montée de son plein gré. Elle n'était pas en détresse. Elle n'avait pas l'air effrayée. C'était la dernière fois que quelqu'un la voyait vivante. De retour en Californie, les appels continuaient. Greg et Diane essayèrent tous les numéros auxquels ils pouvaient penser. Amis, collègues, camarades de classe. Personne n'avait eu de ces nouvelles. Sur les réseaux sociaux, des publications commencèrent à circuler. Disparu. Mackenzie Lueck, vue pour la dernière fois le 17 juin vers 3 heures du matin. Des amis partageaient de vieilles photos d'elle, souriante lors d'événements sur le campus, posant avec sa chatte, riant à un barbecue. À Salt Lake City, les agents retournèrent à son appartement pour un second contrôle. Cette fois, le propriétaire les aida à entrer. Rien n'avait changé. Le même silence, les mêmes affaires intactes. Même ses clés manquaient. Dans l'après-midi, les enquêteurs firent passer son cas de simple souci de bien-être à une enquête pour personne disparue. Les jours suivants furent un brouillard pour sa famille. Ses parents appelaient son téléphone chaque matin et chaque soir juste pour entendre sa messagerie vocale. « Salut, c'est Kenz. Laissez un message. » Ses amis enregistrèrent des vidéos, la suppliant de rentrer à la maison. Mais à mesure que les heures se transformaient en jours, ces supplications ressemblaient moins à de l'espoir qu'à des prières. Diane fixait la bulle bleue sur son téléphone. L'iMessage non délivré d'il y a quelques jours. Ce petit texto incolore était devenu plus qu'une simple connexion manquée. C'était un signal. Quelque chose s'était passé entre le dernier message de sa fille et cette course dans l'obscurité. Pour la police, la chronologie était désormais d'une précision chirurgicale. 1h35, l'avion atterrit. 2h40, la course est commandée. 2h59, elle est déposée à Hatch Park. Après ça, le silence. Les amis de Mackenzie la décrivaient comme prudente en ligne. Elle utilisait des applications de rencontres, mais disait aux gens
qu'elle ne rencontrait jamais personne sans partager sa localisation avec des amis. Elle était intelligente, méfiante, mais aussi confiante, un trait qui pouvait être dangereux entre de mauvaises mains. Les enquêteurs commencèrent à retracer chaque minute entre son vol et sa dépose par le VTC. Ils examinèrent les images de surveillance de l'aéroport, des parkings, des caméras de circulation à proximité. Le parc, cependant, n'avait pas de caméras en état de marche, seulement des factices. C'était une étendue vide d'herbes et d'arbres, calme la nuit, entourée d'entrepôts et de rues secondaires. Son père appela de nouveau pour avoir des nouvelles, la voix tendue par l'épuisement. L'agent lui dit qu'ils travaillaient sans relâche, qu'ils avaient ses relevés téléphoniques et analysaient les données. Mais le silence était plus assourdissant que les assurances. L'histoire avait atteint les informations locales. Des journalistes se tenaient devant le campus de l'Université de l'Utah, la décrivant comme une étudiante brillante et dévouée, avec un avenir prometteur. Des veillées aux chandelles étaient organisées. Des inconnus commencèrent à partager sa photo en ligne avec le hashtag #FindMackenzieLueck. Au même moment, les enquêteurs commençaient à voir de petits indices former un schéma, des indices qui les mèneraient plus tard sur une voie que personne n'attendait. Une piste numérique, cachée à la vue de tous. Quelques textos, quelques connexions nocturnes. Mais pour l'instant, tout ce que sa famille avait, c'était une chronologie et un silence qui devenaient de plus en plus lourds à chaque heure qui passait. 3 jours après sa disparition, son père se tenait sur son porche en Californie, regardant la rue vide. Il avait rejoué toutes les possibilités dans sa tête. Un accident, un malentendu, tout ce qui pourrait expliquer pourquoi elle n'était pas rentrée. Mais au fond de lui, il connaissait déjà la vérité que les parents craignent le plus. Quelque chose de terrible était arrivé à sa fille, et quelque part, quelqu'un savait pourquoi. L'enquête ne faisait que commencer. Au 3e jour de la disparition de Mackenzie, l'histoire avait déjà commencé à envahir Salt Lake City. Des prospectus avec sa photo, souriante, les cheveux en arrière, portant son sweat à capuche de l'Université de l'Utah, étaient collés sur les arrêts de bus, les lampadaires et les vitrines des cafés. La légende sous son visage était simple. Disparu. Vu pour la dernière fois le 17 juin 2019. Aidez-nous à la retrouver. Les enquêteurs travaillaient désormais sans relâche. Les 72 premières heures sont toujours les plus cruciales dans une affaire de disparition, et chaque heure sans progrès signifiait que les chances de la retrouver vivante diminuaient. Ils commencèrent par retracer ses derniers mouvements confirmés. Ils avaient les images de l'aéroport. Mackenzie marchant dans le terminal, traînant sa valise, consultant son téléphone. Elle avait l'air calme. Elle ressemblait à quelqu'un qui rentrait simplement chez elle après un long voyage. Mais cette image normale ne rendait que plus difficile à comprendre ce qui avait suivi. À 2h40, sa course Lyft fut confirmée. À 2h59, elle fut déposée à Hatch Park, un quartier calme et arboré à environ 20 minutes au nord de l'aéroport. Il faisait sombre, presque désert. Selon le chauffeur, Mackenzie ne semblait pas effrayée. Une voiture attendait à leur arrivée, les phares éteints. Elle se dirigea droit vers elle, ouvrit la portière passager et monta sans hésitation. En quelques instants, les 2 voitures s'éloignèrent. C'était la dernière fois qu'on l'a vue. Les enquêteurs cherchèrent des caméras de surveillance dans les environs. À leur grande frustration, il n'y en avait aucune. Le parc avait plusieurs boîtiers de caméras sur des lampadaires, mais lorsque les techniciens les examinèrent, ils découvrirent
qu'il s'agissait de leur installée des années plus tôt pour décourager le vandalisme, jamais connecté à aucun système. Cela signifiait que tout ce qui s'était passé après 2h59 était invisible. Le téléphone de Mackenzie cessa d'émettre à 7 minutes précises. Plus de signaux GPS, plus de données d'application, plus d'appels ni de textos. C'était comme si quelqu'un l'avait éteint ou détruit. L'étape logique suivante était sa routine quotidienne. Les enquêteurs se rendirent de nouveau à son appartement et parlèrent avec ses colocataires, espérant de nouvelles informations. Les deux dirent la même chose. Elle n'était jamais rentrée cette nuit-là. Sa voiture n'avait pas bougé, la gamelle de sa chatte était vide, et elle avait manqué un partiel qui devait être rendu cette semaine-là. Mackenzie était une étudiante ponctuelle. Manquer un examen sans contacter son professeur était totalement contraire à sa personnalité. Son employeur au laboratoire d'analyse biologique confirma qu'elle ne s'était pas non plus présentée au travail. Dans sa boîte de réception, le dernier message non lu venait de son manager, envoyé le matin après sa disparition. Il disait simplement « Tu nous as manqué aujourd'hui, tout va bien ?» Il n'y avait aucun signe de vie après cette nuit-là. Aucune transaction sur sa carte de crédit, aucun retrait au distributeur, aucune activité sur les réseaux sociaux. Ses comptes Venmo et bancaires étaient figés dans le temps. Les enquêteurs rencontrèrent de nouveau sa famille pour faire le point sur ce qu'ils savaient. Greg et Diane étaient émus mais concentrés. Ils parlèrent à la police d'une conversation que Mackenzie avait eue avec son frère quelques semaines plus tôt. Elle avait mentionné utiliser une application de rencontre, Tinder, et peut-être voir quelqu'un qui vivait à Park City. C'était vague, mais cela donnait aux enquêteurs un point de départ. En examinant ses relevés téléphoniques, la police découvrit qu'elle utilisait plusieurs applications de rencontres, dont une appelée Seeking Arrangement, un site connu pour les relations de type sugar dating, où des hommes plus âgés et fortunés rencontrent des femmes plus jeunes pour de la compagnie en échange de cadeaux ou d'argent. C'était une piste qui changea complètement le ton de l'enquête. Les enquêteurs demandèrent par voie de justice l'accès à ses comptes en ligne, à la recherche de messages, d'heures de connexion et de contacts possibles. Ils découvrirent qu'elle s'était connectée pour la dernière fois à la plateforme Seeking Arrangement le 16 juin, quelques heures seulement avant d'embarquer sur son vol de retour de Californie. Le timing était glaçant. Ils trouvèrent également un schéma dans ses messages. Mackenzie avait échangé des textos avec un homme non identifié la nuit de sa disparition entre 1h50 et 2h du matin. Juste après l'atterrissage de son avion, elle avait échangé plusieurs textos avec un numéro qui n'appartenait à personne dans ses contacts. Le contenu de ces messages n'était pas visible. Ils avaient été envoyés via une application de messagerie cryptée. Mais il était clair qu'elle avait arrangé un rendez-vous. Le lieu qu'elle avait donné pour la dépose du lift, Hatch Park, prenait soudain tout son sens. Au même moment, ses parents lançaient des appels émouvants à la télévision. La voix de Greg tremblait alors qu'il disait aux journalistes « Nous voulons juste savoir qu'elle va bien. S'il vous plaît, si quelqu'un sait quelque chose, appelez la police. » Diane se tenait à ses côtés, serrant la photo de sa fille, le visage pâle de nuit sans sommeil. Des volontaires de la communauté commencèrent à organiser des recherches. Des étudiants parcouraient les quartiers près de l'université, frappant aux portes, posant des questions, scrutant les lisières des zones boisées. Le parc lui-même fut ratissé plusieurs fois avec des chiens renifleurs de cadavres et des drones survolant le terrain. Rien, pas un seul indice. Les réseaux sociaux explosèrent de théories.
Certains utilisateurs spéculaient qu'elle avait rencontré quelqu'un en ligne et était partie de son plein gré. D'autres craignaient le pire. Quelques personnes prétendirent même l'avoir vue dans un magasin d'alcool, dans un café, dans un bus quittant la ville. Mais lorsque les enquêteurs vérifiaient, chaque signalement s'avérait faux. La femme du magasin d'alcool avait des cheveux similaires, mais les tatouages ne correspondaient pas. La femme dans le bus n'était pas du tout Mackenzie. Ces fausses pistes faisaient perdre du temps et embrouillaient la recherche. Au sein du département de police, les enquêteurs commençaient à sentir la pression. Ils savaient comment ces affaires se terminaient souvent. Une jeune femme disparaît après avoir rencontré quelqu'un tard dans la nuit. Pas d'activité numérique, pas de piste financière, pas de contact avec ses amis ou sa famille. Statistiquement, ces histoires avaient rarement une fin heureuse. Pourtant, ils persévérèrent. Ils analysèrent chaque course Lyft qui s'était arrêtée à Hatch Park cette semaine-là. Ils vérifièrent les plaques d'immatriculation des voitures qui étaient entrées dans la zone à cette heure-là. Un détail ressortit. Aux petites heures du matin du 17 juin, seuls 6 appareils avaient été actifs dans cette section du parc, y compris celui de Mackenzie et celui du chauffeur de Lyft. L'un des 4 restants appartenait à un homme nommé Ayoola Ajayi. Il vivait à seulement quelques kilomètres de là. Son téléphone se trouvait là-bas au même moment où le sien avait disparu. Les enquêteurs ne le savaient pas encore, mais cette seule empreinte numérique deviendrait la clé pour tout élucider. Pour l'instant, tout ce qu'ils avaient était un nom enfoui au plus profond d'une mer de données et une famille qui attendait toujours près du téléphone. La recherche de Mackenzie n'était plus seulement une affaire de personnes disparues. Elle devenait quelque chose de plus sombre, de plus délibéré. Et quelque part, la personne qu'elle avait rencontrée à Hatch Park était toujours en liberté. Pour les enquêteurs, la preuve numérique devint le seul témoin capable de parler. Ils avaient fouillé le parc, inspecté les bois et passé au peigne fin les commerces voisins à la recherche de caméras qui n'existaient pas. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas d'objets abandonnés, pas même une empreinte de pas pour leur dire où Mackenzie était allé après être sorti de ce lift. Ce qu'ils avaient, c'était des relevés téléphoniques. Et dans le monde des enquêtes modernes, c'était parfois tout ce dont on avait besoin. Grâce à un mandat numérique, les enquêteurs commencèrent à cartographier l'activité du téléphone de Mackenzie la nuit de sa disparition. Chaque signal, chaque petit écho électronique racontait une partie de l'histoire. À 2h40, son téléphone s'était connecté à l'application Lyft. À 2h59, il avait cessé d'émettre complètement. Dans ce même laps de temps, un autre appareil, un autre téléphone, avait borné sur la même antenne relais. Il avait suivi son signal de Hatch Park jusqu'à un quartier résidentiel calme, à environ 11 kilomètres de là. Le téléphone appartenait à un homme nommé Ayoola A.J. Ajayi. Les enquêteurs firent des recherches sur son nom. 31 ans. Né au Nigeria. Vivait seul dans une modeste maison sur Fair Park Drive. Ancien informaticien avec des contrats à court terme dans des entreprises technologiques. Rien de durable. Quelques éléments étranges dans son casier judiciaire. Un profil de mannequin expiré, un livre autopublié sur Amazon et un bref passage dans la Garde nationale de l'Utah. Il se présentait comme quelqu'un de raffiné et d'ambitieux. Mais plus il cherchait, plus cela devenait étrange.
En ligne, AJ avait plusieurs comptes sur les réseaux sociaux sous des noms légèrement différents. Il participait à des forums sur la domination et le contrôle et publiait des photos de lui torse nu, fléchissant les muscles devant un miroir, avec des légendes de citations de motivation vagues. Son livre, une histoire de fiction intitulée Forge Identity, décrivait un homme qui assistait à la crémation d'une personne vivante. Les enquêteurs ne purent ignorer ce détail. C'était inhabituel, trop spécifique. Ils extrairent plus de données. Ces journaux téléphoniques montraient des communications nocturnes avec une application de messagerie cryptée, la même que Mackenzie avait utilisée juste avant de disparaître. Les deux appareils avaient échangé des messages quelques heures avant son vol. La chronologie correspondait parfaitement. Lorsque les enquêteurs comparèrent les déplacements de son portable avec ceux de Mackenzie, les coordonnées coïncidaient à quelques minutes près. Le téléphone de Mackenzie s'était éteint à 2h59. Le téléphone d'AJ se trouvait dans le même parc. Moins d'une minute plus tard, il se déplaçait vers sa maison. À ce stade, le ton de l'enquête était passé de personne disparue à homicide potentiel. Les enquêteurs rédigèrent un mandat pour le téléphone d'AJ, son ordinateur et tous les appareils électroniques liés à son adresse IP. Lorsqu'ils arrivèrent à sa porte, il répondit calmement. Il leur dit qu'il n'avait rien à cacher. Dans la petite entrée, il paraissait maître de lui, presque comme s'il avait répété son rôle. Il expliqua aux agents qu'il travaillait dans l'informatique, qu'il savait à quel point les données des antennes relais pouvaient être trompeuses. Il dit qu'il souffrait d'anxiété, qu'il essayait de se tenir à l'écart des sites de rencontres ces derniers temps et qu'il voulait coopérer, mais seulement pour éclaircir un malentendu. Il parlait doucement, sa voix délibérée, comme quelqu'un qui gère sa propre image en temps réel. Quand les enquêteurs lui demandèrent s'il connaissait Mackenzie Lueck, son expression ne changea pas. Il affirma ne l'avoir jamais rencontré. Il dit qu'il avait vu l'histoire aux informations et qu'il était désolé pour sa famille. Puis, il changea de sujet, offrant de son propre chef des détails sans rapport sur sa vie, son service militaire, son ex-petite amie enceinte, les caméras qu'il avait installées autour de sa maison. La mention des caméras attira leur attention. Il dit qu'il en avait une dans chaque pièce, même dans sa chambre, et plusieurs à l'extérieur juste pour la sécurité. Mais lorsque les agents demandèrent à voir les enregistrements de la nuit du 17 juin, il hésita. Il dit qu'il les avait effacés, ou peut-être que le système les avait écrasés. Il n'était pas sûr. Les contradictions s'accumulèrent. Il leur dit qu'il n'avait pas quitté sa maison cette nuit-là, mais son téléphone s'était déplacé de son domicile à Hatch Park et en était revenu exactement dans la fenêtre de temps de la disparition de Mackenzie. Il dit que sa connexion Internet était ouverte, sans mot de passe, alors peut-être que quelqu'un d'autre l'avait utilisée. Il ajouta que parfois les clients de sa location Airbnb accédaient à son Wi-Fi et que c'était peut-être ça qui causait la confusion. Les excuses semblaient logiques en surface, mais elles n'expliquaient pas tout. Les techniciens de la police scientifique travaillaient déjà sur les données en arrière-plan. Ils découvrirent que le GPS de son téléphone, les journaux, les pings du routeur et l'activité des applications basées sur la localisation pointaient tous vers une seule chose. AJ était réveillé, en mouvement, et utilisait son téléphone lorsque Mackenzie a disparu. Pendant l'interrogatoire, son calme ne fléchit jamais. Interrogé sur les messages cryptés, il dit qu'il avait peut-être été sur le site Seeking Arrangement, mais il insista sur le fait qu'il n'avait jamais rencontré personne en personne. Il dit qu'il utilisait la plateforme juste pour parler, pour l'aider
avec son anxiété. Les enquêteurs prirent note de la prudence avec laquelle il choisissait ses mots. Il ne nia pas avoir utilisé le site. Il ne nia pas lui avoir envoyé de texto. Il nia simplement l'avoir rencontré. À la fin de l'entretien, la police saisit ses téléphones et ses ordinateurs pour une expertise. AJ signa le formulaire de consentement, mais devint visiblement mal à l'aise alors qu'il partait avec ses appareils. Il demanda s'il pouvait les lui rendre rapidement. Il dit qu'il en avait besoin pour le travail. Le lendemain matin, les enquêteurs et les analystes de données travaillèrent ensemble pour recouper l'historique numérique d'AJ avec la chronologie générale. Mais les enquêteurs remarquèrent que le trajet de son téléphone n'était pas la seule chose suspecte. Le 17 juin, le matin de la disparition de Mackenzie, AJ avait cherché des informations sur les températures de combustion de l'essence et sur la manière de se débarrasser de matières biologiques. Il avait également consulté plusieurs profils de sites de rencontres correspondant à la description physique de Mackenzie. Son historique de recherche brossait le portrait d'une préparation méticuleuse. Les enquêteurs en étaient désormais certains. Ils tenaient leur suspect. Mais ils n'avaient pas de corps, pas de preuves matérielles, pas d'aveu. Seulement une toile de données, une piste numérique qui menait directement à sa porte. Pourtant, un détail se détachait de tout le reste. La nuit où le téléphone de Mackenzie s'est éteint, le sien est resté actif. À 2h58 du matin, ils étaient tous les deux à Hatch Park. À 3h03, son signal était sur l'autoroute, en direction de son domicile. À 3h27, son téléphone s'est éteint pendant 1 heure exactement. Lorsqu'il est réapparu sur le réseau, il était immobile chez lui. Le silence de cette heure manquante disait tout. La police l'a maintenu sous surveillance en attendant l'analyse de ses appareils en laboratoire. Ils l'ont vu aller au magasin, faire ses courses, se promener et s'arrêter de temps en temps au parc. Il semblait détendu, confiant, peut-être trop confiant. Les inspecteurs se demandaient s'il croyait avoir fait le nécessaire pour effacer sa trace. Mais les données ne disparaissent jamais vraiment. Chaque message, chaque signal, chaque octet de code laisse un écho quelque part. Et pour les enquêteurs, ces échos commençaient à s'aligner pour former quelque chose d'indéniable. Ils le voyaient maintenant, 2 téléphones se déplaçant ensemble, 2 vies numériques qui se croisent pendant seulement 20 minutes, puis l'une d'elles qui s'éteint pour toujours. La prochaine étape était claire. Si Ayoola Ajayi n'avait rien à cacher, alors pourquoi ces appareils racontaient-ils une histoire si différente? Et qu'est-ce qui les attendait exactement à l'intérieur de cette maison sur Fair Park Drive? Chaque affaire sur cette chaîne demande des semaines de recherche, de vérification des faits et de longues nuits à découvrir la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un mérite encore que l'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à mettre en lumière de véritables mystères, merci d'aimer, de vous abonner et de partager la partie de l'affaire d'aujourd'hui qui vous a le plus marqué. Pour plus d'affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description. Maintenant, revenons à l'affaire. Lorsque les inspecteurs sont retournés sur Fair Park Drive, ils avaient un mandat en main. Cela faisait un peu plus d'une semaine que Mackenzie avait disparu et toutes les preuves numériques pointaient vers cette seule adresse. Une modeste maison à 2 étages avec un revêtement blanc, des rideaux tirés et une présence discrète dans un quartier de classe moyenne de Salt Lake City. De l'extérieur,
Elle semblait ordinaire. Mais pour les enquêteurs, elle dégageait déjà quelque chose de plus sombre. AJ se tenait dans l'allée à l'arrivée des agents. Il paraissait calme au premier abord, mais une tension couvait sous la surface. Ses yeux passaient rapidement d'un inspecteur à l'autre, observant chaque mouvement. Il avait été coopératif la première fois qu'il lui avait parlé, poli, articulé, même serviable. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne demandait pas, il perquisitionnait. Alors que les agents se déployaient sur la propriété, un inspecteur a presque immédiatement senti une odeur, faible mais indubitable. Une odeur chimique dans l'air, âcre comme du plastique brûlé, mêlé à quelque chose d'acide et de lourd. Elle flottait près de la clôture du jardin, portée par la brise sèche de l'été. AJ prétendait ne pas comprendre pourquoi ils étaient là. Il a demandé s'il pouvait appeler son avocat. Il voulait savoir combien de temps la perquisition allait durer, s'ils allaient mettre le désordre dans ses affaires. L'inspecteur lui a dit qu'il était libre d'attendre dehors, mais qu'il ne pouvait pas interférer. AJ a croisé les bras et s'est appuyé contre le poteau du porche, observant, essayant de paraître détendu. Mais sa respiration le trahissait. Dans le jardin, les agents ont remarqué quelque chose d'étrange. Derrière le garage, la terre semblait différente, inégale, fraîchement retournée, une parcelle de terre carrée, plus sombre que le reste. Le sol était encore meuble malgré plusieurs jours de chaleur sèche. L'un des inspecteurs a appelé l'unité canine qui attendait près de la camionnette. En quelques minutes, le chien a commencé à tourner, renifler, puis s'est assis près de la même parcelle de terre. C'était le signal qu'il redoutait. À l'intérieur de la maison, une autre équipe se déplaçait méthodiquement de pièce en pièce. L'endroit était impeccable, d'une propreté anormale. Les surfaces brillaient. Une légère odeur d'eau de javel flottait dans l'air. Dans la cuisine, sous l'évier, ils ont trouvé plusieurs bouteilles de produits de nettoyage, certaines vides, d'autres à moitié utilisées. Il y avait un marteau sur le comptoir, essuyé mais pas rangé. À l'étage, dans la buanderie, ils ont découvert des vêtements qui avaient été trempés dans l'eau de javel, encore humides, suspendus près de la machine à laver. La chambre principale était la plus étrange de toutes. Des caméras, petites, noires, déclenchées par le mouvement, étaient montées à presque chaque coin du plafond. L'une faisait face au placard, une autre à la porte, mais la plus grande était dirigée directement vers le lit. Les draps étaient impeccables, fraîchement changés. La moquette sous le lit présentait une légère décoloration, comme si quelque chose avait été renversé et frotté. En vérifiant la salle de bain attenante, les inspecteurs ont trouvé d'autres produits de nettoyage, de l'ammoniac, des lingettes désinfectantes et un sac poubelle rempli de serviettes en papier usagé. Chacune portait une légère tache brun-rouge sur les bords. Pendant que les enquêteurs recueillaient les preuves, les voisins se sont rassemblés tranquillement sur leur porche. L'une d'entre elles, une femme âgée nommée Maria, a dit aux agents qu'elle avait remarqué de la fumée provenant de derrière la maison d'AJ aux premières heures du 17 juin. Il n'était pas rare que les gens fassent de petits feux de jardin, a-t-elle dit, mais celui-ci avait une odeur anormale. Comme du plastique en feu, expliqua-t-elle, ou de l'essence. J'ai pensé qu'il nettoyait peut-être ses gouttières ou brûlait des déchets, mais l'odeur m'a fait fermer mes fenêtres. Un autre voisin, un homme qui vivait 2 maisons plus loin, se souvenait avoir vu AJ près du foyer vers l'aube. Il ne faisait pas griller de la nourriture ou ne s'asseyait pas nonchalamment. Il faisait les 100 pas, observant les flammes.
Il a dit qu'il avait failli appeler les pompiers, mais qu'il avait décidé de ne pas le faire après que la fumée se soit dissipée. Maintenant, cette décision le hantait. Alors que le jour déclinait, la perquisition de la maison se poursuivait. Les techniciens fouillaient la terre dans le jardin, retirant soigneusement de fines couches de sol. À environ 60 centimètres de profondeur, ils ont heurté quelque chose d'inattendu. De petits fragments qui n'avaient rien à faire là. Ils ressemblaient à des morceaux d'os, noircis et friables, mélangés à des cendres grises. Un fragment de tissu, puis un morceau de ce qui semblait être des cheveux calcinés fusionnés avec la terre. L'unité canine a confirmé l'alerte « décomposition humaine ». Un silence sinistre s'est abattu sur la scène. Même les agents, endurcis par des années d'expérience, ont ressenti un frisson. Il n'y avait plus aucun doute sur ce qui s'était passé ici. À l'intérieur, les preuves racontaient leur propre histoire. Les inspecteurs ont trouvé plusieurs appareils électroniques, des disques durs externes, des clés USB et un système de serveur domestique connecté aux caméras. AJ avait mis en place un réseau qui capturait tout à l'intérieur de la maison, mais lorsque les techniciens ont vérifié les enregistrements, les données manquaient. Des jours entiers avaient été effacés. Les seules images restantes s'arrêtaient brusquement le 16 juin, quelques heures avant l'atterrissage du vol de Mackenzie. Un inspecteur a décrit plus tard la maison comme conçue pour cacher des choses. Tout dans l'aménagement semblait contrôlé. Les rideaux étaient cloués, les serrures des portes intérieures tournées de l'extérieur. Même les fenêtres du sous-sol avaient été scellées avec de la mousse isolante. Pendant que l'équipe continuait de prélever des échantillons, AJ était assis tranquillement sur les marches du perron. Il a demandé s'ils avaient trouvé quelque chose, feignant la curiosité. Mais son visage était pâle, sa mâchoire serrée. À un moment donné, il a marmonné qu'il avait brûlé de vieux vêtements dans le jardin après avoir fait le ménage. Il a dit que c'était juste des déchets, des choses dont il n'avait plus besoin. Il a nié savoir pourquoi le chien avait réagi au sol. Quand on lui a dit qu'il serait analysé, il a hoché lentement la tête, comme s'il réalisait que l'histoire qu'il avait construite commençait à s'effondrer. Les experts de la police scientifique ont passé les heures suivantes à recueillir des preuves. La terre a été mise en sac et étiquetée. Les fragments brûlés ont été sécurisés pour des tests ADN. Le marteau, les couteaux et les vêtements tachés d'eau de Javel ont été scellés dans du plastique. À la fin de la perquisition, la propriété était entourée de rubans jaunes. Les voisins regardaient en silence AJ être escorté vers l'allée pour être interrogé. Son sang-froid commençait à se fissurer. Il a de nouveau demandé son avocat. Il voulait savoir s'il était en état d'arrestation. L'inspecteur lui a répondu « Non, pas encore ». Plus tard dans la nuit, les techniciens ont examiné les cendres et les débris dans le jardin. Sous une lumière ultraviolette, ils ont trouvé des traces de matière biologique, du tissu musculaire, des cellules de peau et des cheveux. L'odeur, même après des heures, s'accrochait encore aux échantillons. Le lendemain matin, alors que les preuves étaient traitées au laboratoire, les inspecteurs ont fait le point. Mackenzie avait disparu moins de 20 minutes après avoir quitté l'aéroport. Son téléphone et celui d'AJ avaient voyagé ensemble de Hatch Park jusqu'à cette maison. L'eau de Javel, le feu, les eaux, tout menait à une conclusion horrifiante.
Mackenzie était arrivée ici vivante, mais elle n'en était jamais repartie. Cette prise de conscience a durement frappé l'équipe. Des affaires comme celle-ci ne restent pas procédurales. Elles deviennent personnelles. Beaucoup d'entre eux étaient eux-mêmes parents. Ils pensaient à leur propre fille, à son âge, à son avenir, à sa confiance placée dans la mauvaise personne. Un inspecteur a dit plus tard que c'était le silence qui le hantait le plus. Ce silence lourd dans le jardin lorsque le chien s'est assis pour la première fois sur la terre, signalant ce qu'il soupçonnait déjà. Ce n'est pas la vue du sang ou l'odeur de la fumée qui lui est restée. C'était de savoir qu'à quelques mètres sous ses pieds, la vérité était enfouie. Alors que les preuves s'accumulaient, il y avait encore une chose qu'il ne pouvait pas prouver, pas encore. Il devait savoir exactement ce qu'étaient ces restes. Ils avaient besoin d'une confirmation ADN. Mais au fond d'eux, chaque enquêteur sur cette propriété connaissait déjà la réponse. Mackenzie Lueck n'était jamais rentrée chez elle et ce qui s'était passé à l'intérieur de cette maison sur Fair Park Drive était bien pire que tout ce que l'on avait pu imaginer. Les échantillons du jardin ont été envoyés au laboratoire criminel de l'État quelques heures après leur collecte. Les inspecteurs attendaient en silence, sachant ce que les résultats allaient probablement révéler, mais espérant toujours un miracle. 2 jours plus tard, l'appel est arrivé. L'ADN des fragments d'os calcinés correspondait à celui de Mackenzie Lueck. La confirmation était clinique, mais son poids était dévastateur. Cela signifiait que la recherche d'une femme disparue venait de se transformer en enquête pour homicide. Les inspecteurs se sont réunis en privé pour planifier leur prochaine action. Ils savaient que AJ était leur suspect. La question était maintenant de savoir ce qui s'était passé exactement et s'ils pouvaient le prouver au-delà des empreintes numériques et des fragments d'os. Les équipes de la police scientifique ont réexaminé chaque élément de preuve. Le schéma était sans équivoque. La chronologie collait parfaitement. Le dépôt de Mackenzie par son lift à 2h59 du matin, son téléphone s'éteignant quelques secondes plus tard. Le téléphone d'AJ signalant sa présence dans le même parc, puis se dirigeant vers sa maison à ce moment précis. Le même appareil restant éteint pendant 1 heure, juste assez de temps pour tout ce qui a suivi. Le 25 juin, ils l'ont confronté avec un mandat d'arrêt. AJ n'a pas résisté, mais le ton calme et contrôlé qu'il avait utilisé auparavant avait disparu. Il a demandé si c'était une erreur, a dit que les preuves devaient être fausses, que quelqu'un avait dû pirater à nouveau son Wi-Fi, mais les inspecteurs n'écoutaient plus les théories. Sa maison avait déjà raconté l'histoire qu'il refusait de dire. L'enquête s'est alors concentrée sur ce qu'il a fait après le meurtre. C'était une chose de prouver que Mackenzie était morte là-bas. C'en était une autre de comprendre jusqu'où AJ était allé pour effacer ce qu'il avait fait. Les réponses, il s'est avéré, étaient enterrées à plus de 110 km de là. L'expertise numérique a reconstitué ces mouvements avec des détails glaçants. Après que les inspecteurs l'eurent interrogé pour la première fois le 24 juin, AJ a dû réaliser que le temps lui était compté. Le lendemain matin, son téléphone a montré une activité de déplacement inhabituelle vers le nord, le long de l'autoroute 89, traversant des terres agricoles pour s'engager sur les routes de montagne escarpées près de Logan Canyon. Le trajet a duré environ 3 heures. Puis, pendant près de 30 minutes, son téléphone a cessé d'émettre. Lorsqu'il s'est reconnecté, il a recommencé à se déplacer vers le sud, en direction de Salt Lake City. Au même moment, une caméra de sécurité d'une quincaillerie locale
a filmé AJ achetant un bidon d'essence rouge et une boîte de sacs de chantier ultra résistants. L'horodatage correspondait à la fenêtre de temps pendant laquelle les enquêteurs pensaient qu'il avait tenté de réenterrer les restes de Mackenzie. Cet achat est devenu l'un des derniers maillons d'une chaîne numérique qu'il ne pouvait plus nier. Avec ces nouvelles données, la police a organisé une fouille à grande échelle de Logan Canyon. C'était un terrain accidenté et boisé, une route étroite serpentant entre falaises et berges. Des volontaires et des agents ont ratissé la zone en quadrillage serré, guidés par les coordonnées GPS extraites du téléphone d'AJ. Pendant près de 2 jours, ils n'ont rien trouvé. Puis, vers midi le 3 juillet, un inspecteur a repéré quelque chose qui rompait la monotonie du sol de la forêt. Une parcelle de terre retournée près d'un arbre tombé. Lorsque les enquêteurs ont commencé à creuser, la terre a cédé facilement. Juste sous la surface, ils ont découvert la forme indubitable de restes humains. C'était Mackenzie. Son corps était partiellement brûlé, enterré dans une tombe peu profonde, recouverte de broussailles. Ses mains étaient liées derrière son dos avec des serre-câbles. La scène était étrangement silencieuse, alors que les inspecteurs se tenaient au-dessus de la tombe. Il ne restait plus de mystère, seulement la confirmation de ce qu'ils savaient déjà au fond de leur cœur. Le médecin légiste a déterminé plus tard que Mackenzie était morte d'un traumatisme contondant à la tête, combiné à une strangulation manuelle. Le schéma des blessures montrait qu'elle avait été attaquée, maîtrisée et tuée au domicile d'AJ avant qu'il ne tente de détruire son corps. Lorsque le premier feu a attiré l'attention des voisins, il a paniqué, l'a déterrée et a conduit vers le nord pour la cacher dans les montagnes. L'analyse médico-légale de la maison d'AJ a corroboré cette séquence. Des traces de sang trouvées près des plantes correspondaient à l'ADN de Mackenzie. Des résidus microscopiques de plastique et de tissu fondu ont confirmé que quelque chose, probablement un corps, avait été brûlé sur sa propriété. Le bidon d'essence qu'il avait acheté sentait encore légèrement le carburant. Chaque détail ajoutait une pièce de plus au même tableau. Un meurtre calculé, dissimulé, puis soigneusement caché derrière des mensonges numériques. Dans les jours qui ont suivi, les inspecteurs ont travaillé sans relâche pour reconstituer la nuit du 17 juin. Ils sont revenus au début, au moment où Mackenzie est descendu de son avion, envoyant un SMS à sa mère. Atterri. Je t'aime, maman. De là, elle a organisé une rencontre avec AJ, quelqu'un avec qui elle était en contact depuis des mois sur le site web Seeking Arrangement. Il avait promis de venir la chercher discrètement. Elle a dû lui faire confiance. Elle n'a pas dit à ses amis où elle allait. Il l'a conduite chez lui, peut-être sous le prétexte d'une brève rencontre ou d'une conversation. Ce qui s'est passé entre ces murs ne pouvait être reconstitué qu'à travers les preuves. Le signal de son téléphone qui s'éteint là, ses produits de nettoyage, l'eau de Javel, les caméras éteintes avant 3 heures du matin. Les enquêteurs pensent qu'il l'a maîtrisée, lui a lié les mains et l'a étranglée lorsqu'elle a tenté de résister. Quand elle fut morte, il a utilisé une ceinture pour s'assurer qu'il n'y avait aucune chance de survie. Puis il a tenté de brûler son corps dans son jardin, la fumée et l'odeur attirant l'attention des maisons voisines. Quand le feu n'a pas réussi à cacher les preuves, il a enterré ce qui restait derrière son garage. Et quand la police est arrivée quelques jours plus tard, quand il a réalisé qu'il se rapprochait, il l'a déterrée de nouveau et l'a conduite à Logan Canyon pour l'enterrer une seconde fois. C'était une histoire racontée non pas par des témoins, mais par des horodatages,
des journaux de données et des traces GPS, chacun étant une empreinte digitale de culpabilité. La précision de la technologie ne laissait aucune place au doute. Pour les parents de Mackenzie, la nouvelle est arrivée sous la forme d'un appel qu'ils redoutaient depuis le premier jour de sa disparition. Les inspecteurs ont confirmé que les restes de leur fille avaient été retrouvés et identifiés. Il n'y avait aucune hésitation dans la voix de l'inspecteur, seulement du chagrin. Greg et Diane Louek se sont assis ensemble, silencieux, incapables de comprendre les mots. Le moment qu'ils espéraient ne jamais voir arriver depuis des semaines était enfin là, et il a brisé le peu d'espoir qui restait. Lorsque l'histoire a atteint le public, elle a brisé des cœurs à travers le pays. Les gens qui avaient suivi la recherche de Mackenzie ont regardé avec incrédulité les détails être révélés. Le site de rencontre, le feu dans le jardin, la tombe peu profonde. Pour beaucoup, l'horreur résidait dans la banalité de la situation. Une étudiante, faisant confiance à la mauvaise personne, rencontrant quelqu'un qu'elle connaissait à peine et disparaissant moins de 20 minutes après être rentrée chez elle. Dans les jours qui ont suivi, la police a tenu une conférence de presse. L'enquêteur principal se tenait au podium, le visage marqué par l'épuisement. Il a confirmé la découverte à Logan Canyon et a remercié les volontaires qui avaient aidé à la recherche. Quand il a prononcé le nom de Mackenzie, sa voix a tremblé. Derrière lui, des photos d'elle souriant sur le campus défilaient sur un écran. Il n'y avait aucune satisfaction à avoir résolu l'affaire, seulement la sombre conclusion de savoir ce qui s'était passé. Les preuves médico-légales racontaient une histoire de contrôle, de violence et de destruction, mais aussi de persévérance. Malgré toutes les tentatives d'AJ pour effacer son crime, les plus petites traces numériques l'ont trahi. Alors que les rapports de laboratoire et les reconstitutions médico-légales s'assemblaient, les inspecteurs ont préparé le mandat final. AJ Ajayi a été inculpé de meurtre aggravé, d'enlèvement et de profanation de cadavres humains. Sa tentative d'enterrer la vérité, littéralement, avait échoué. Pour les enquêteurs, la découverte à Logan Canyon marquait la fin de la recherche. Pour la famille de Mackenzie, c'était le début de quelque chose avec lequel ils devraient vivre pour toujours. Greg a dit plus tard qu'entendre les mots « Nous l'avons retrouvé », c'était comme tomber à travers un plancher qui ne cessait de s'effondrer. Il y avait un soulagement à savoir enfin, mais aucune paix. La nuit où Mackenzie a rencontré AJ, elle croyait monter dans une voiture pour une simple rencontre. Au lieu de cela, ce fut son dernier voyage. Les preuves qui le condamneraient étaient enterrées avec elle dans ce canyon, son dernier lieu de repos, et le seul endroit où il ne voulait jamais qu'elle soit trouvée. Et alors que les inspecteurs redescendaient cette route sinueuse ce jour-là, la même pensée résonnait dans l'esprit de tous ceux qui avaient travaillé sur l'affaire. Le feu, les mensonges, la distance, rien de tout cela n'avait d'importance. À la fin, la vérité finit toujours par refaire surface. Dans les mois qui ont suivi la découverte à Logan Canyon, les pièces de l'affaire ont commencé à s'emboîter comme les fragments d'un terrible puzzle. Les preuves étaient accablantes, numériques, physiques et émotionnelles. Elles racontaient l'histoire d'un acte calculé, un crime commis non pas par passion ou désespoir, mais par quelque chose de plus sombre, de planifié, de froid. Alors que les procureurs construisaient leur dossier, une image plus complète d'Ayoola et Jay Ajayi a commencé à émerger. Sous la surface calme et polie qui avait trompé tant de gens, il y avait un schéma de violence et de tromperie
qui remontait à des années. Il avait été étudiant à l'Université d'État de l'Utah en informatique, mais n'avait jamais terminé ses études. Il avait rejoint la garde nationale pendant une courte période, mais avait été renvoyé avant de terminer sa formation. Il avait enchaîné les emplois dans la technologie et le service client, collectionnant des références et des profils en ligne qui le faisaient paraître stable. Mais derrière la version soignée de lui-même, la police a trouvé des rapports qui racontaient une autre histoire. En 2014, AJ avait fait l'objet d'une enquête pour une agression sexuelle impliquant une autre femme rencontrée en ligne. L'affaire n'est jamais allée jusqu'au procès, mais le rapport décrivait un comportement manipulateur, coercitif et effroyablement similaire à la manière dont il avait attiré Mackenzie. En 2018, une autre femme l'avait accusé d'enlèvement et d'agression. Elle a raconté aux inspecteurs qu'il l'avait invitée à dîner, puis l'avait attaquée lorsqu'elle avait essayé de partir. Elle s'était échappée en sautant par une fenêtre. Cette affaire, elle aussi, avait été classée sans condamnation. Des voisins se sont également manifestés avec des histoires qu'ils n'avaient pas jugées importantes auparavant. Un entrepreneur a raconté qu'AJ lui avait un jour demandé de construire une pièce insonorisée dans son sous-sol, une chambre cachée, équipée de crochets au mur et d'une serrure à empreinte digitale. Il avait expliqué à l'entrepreneur qu'il voulait y stocker de l'alcool, car sa petite amie ignorait qu'il buvait. L'artisan avait refusé, mais cette demande était restée gravée dans son esprit, prenant une tournure de plus en plus sinistre après l'arrestation. D'autres détails sont également venus s'ajouter au tableau. Une agence de mannequins de Salt Lake City a confirmé qu'AJ avait tenté de signer un contrat avec eux quelques mois plus tôt. On l'y a décrit comme un homme charismatique, mais dérangeant. Quelqu'un qui paraissait normal, voire sûr de lui, mais dont émanait une menace latente. Une agente a raconté avoir instinctivement senti que quelque chose clochait chez lui et avait refusé de le représenter. Au fil des témoignages recueillis par les enquêteurs, le portrait qui se dessinait n'était pas celui d'un acte impulsif. Il s'agissait plutôt d'un homme s'exerçant au contrôle, endossant différents rôles, testant les limites pour voir jusqu'où il pouvait aller avant que l'on ne se rende compte de quelque chose. Lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux, l'attention du public fut implacable. Chaque nouvelle information, chaque requête, chaque détail des preuves était scruté à la loupe. Le procès s'annonçait comme l'un des plus suivis de l'histoire de l'Utah, mais en octobre 2020, avant même la sélection du jury, AJ a changé son plaidoyer et a reconnu sa culpabilité. Il a agi ainsi pour éviter la peine de mort. En échange de ses aveux, les procureurs ont accepté de ne pas requérir la peine capitale. Son plaidoyer couvrait le meurtre avec circonstances aggravantes, l'enlèvement et la profanation de cadavres. Il a également accepté une accusation distincte pour l'agression sexuelle de 2018. Ce jour-là, dans la salle d'audience, l'atmosphère était lourde de chagrin. La famille de Mackenzie était assise au premier rang, se tenant de la main, se préparant à entendre des mots qu'ils connaissaient déjà, mais qu'ils ne pourraient jamais oublier. AJ est entré, vêtu d'un costume sombre, escorté par des adjoints du shérif. Son expression était vide, sa voix basse. Lorsqu'on lui a demandé s'il plaidait coupable de son plein gré, il a répondu par l'affirmative. Il n'a pas regardé les parents de Mackenzie. Il ne s'est pas excusé. Lorsque vint le moment des déclarations des victimes, son père, Greg Lueck, se leva lentement. Sa voix tremblait, mais il parlait avec une force tranquille.
Il a raconté à la cour que sa fille avait été une lumière dans leur vie, une jeune femme pleine d'ambition, de gentillesse et toujours prête à aider les autres. Il a dit qu'elle rêvait de faire carrière dans le domaine médical, qu'elle aimait les animaux et qu'elle faisait du bénévolat dans sa communauté. Puis sa voix s'est brisée. Au lieu d'organiser sa remise de diplôme, a-t-il dit, j'ai dû organiser ses funérailles. Pas un bruit ne se fit entendre dans la salle d'audience, pas même de la part de l'accusé. Les amis et camarades de classe de Mackenzie, de l'Université de l'Utah, remplissaient les bancs derrière sa famille. Certains pleuraient en silence, d'autres fixaient le vide, incrédules, luttant toujours pour concilier l'image de la jeune fille brillante et souriante qu'ils avaient connue avec l'horreur de sa mort. Lorsque le juge a prononcé la sentence, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, cela a résonné à la fois comme une fin et comme un écho. AJ a été emmené, menotté, la tête baissée, disparaissant par une porte qui se refermerait sur lui pour toujours. Mais pour ceux qui restaient, la sentence n'était qu'une partie de l'histoire. La justice, oui, mais pas la paix. Dans les semaines qui ont suivi l'audience, l'université a organisé une veillée aux chandelles en l'honneur de Mackenzie. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la pelouse du campus, tenant de petites bougies vacillantes dans le froid du soir. Ses camarades de classe ont parlé de sa chaleur, de sa générosité, de son désir d'aider les autres. Des professeurs ont partagé des souvenirs de son dévouement et de sa gentillesse. Ses sœurs de la sororité Alpha Chi Omega ont lu une lettre qu'elles avaient écrite ensemble, à la fois hommage et adieu. La communauté qui l'avait cherché des mois plus tôt était à nouveau réunie, mais cette fois-ci dans le deuil. Pour les enquêteurs, les suites de l'affaire furent plus calmes, mais non moins pesantes. Ils avaient passé des mois plongés dans les détails du dossier, ses relevés téléphoniques, son historique de navigation, les données infinies qui ont permis de reconstituer ces dernières heures. Un détective a confié plus tard que le plus obsédant n'était pas la maison, ni les preuves, ni même le canyon où elle avait été retrouvée. C'était la précision de l'ensemble, la prise de conscience que chaque mouvement, chaque décision avait été cartographiée par une technologie qui ne ment jamais. C'est l'informatique légale, et non des témoins humains, qui a parlé pour Mackenzie quand elle ne le pouvait plus. Son téléphone, son GPS, les signaux des antennes relais, de minuscules témoins silencieux qui ont révélé une vérité que personne d'autre ne pouvait raconter. Aujourd'hui encore, la maison de Fair Park Drive est toujours là, mais ses fenêtres sont sombres et ses pièces vides. Les voisins disent qu'ils ressentent toujours un malaise en passant devant, que même avec la peinture fraîche et les nouveaux locataires, elle porte un poids qui ne s'estompe pas. L'odeur de fumée a disparu, mais le souvenir de ce qui s'y est passé demeure. Pour la famille de Mackenzie, les années qui ont suivi ont été un mélange de chagrin et de souvenirs. Ils ont parlé publiquement de sa vie, et pas seulement de sa mort, de son rire, de son intelligence, des choses simples qu'elle aimait. Son père a dit qu'il lui arrive encore de s'attendre à la voir franchir la porte ou à recevoir un appel lui disant qu'elle est bien arrivée. La vérité sur ce qui s'est passé n'aura jamais de sens pour eux. La vie d'une jeune femme enlevée non pas pour l'argent, la vengeance ou la rage, mais parce que quelqu'un voulait savoir ce que cela faisait de tuer. Ce détail, partagé discrètement par les procureurs après la clôture de l'affaire, résonne encore dans chaque récit. Ce n'était pas un crime passionnel, c'était une expérience. Finalement, le nom d'AJ a disparu des gros titres, remplacé par celui de Mackenzie.
Son histoire est devenue un avertissement, un rappel de la façon dont la confiance peut être trahie et dont le moment le plus ordinaire peut se transformer en quelque chose d'inimaginable. L'affaire a également changé la manière dont les enquêteurs de tout l'État traitaient les preuves numériques. Ils l'ont qualifiée de première condamnation pour homicide dans l'histoire de l'Utah, entièrement basée sur les données. Une affaire où chaque réponse provenait de ce que la technologie avait mémorisé, bien après que le tueur ait cru tout effacer. Aujourd'hui, lorsque les inspecteurs parlent de l'affaire Mackenzie, ils mentionnent souvent cet aspect. Pour eux, c'est la preuve que, peu importe avec quel soin on essaie d'enterrer la vérité, il reste toujours quelque chose, un texto, un signal, une connexion, quelque chose qui refuse de se taire. Et bien que justice ait été rendue, le silence qui a suivi fut le plus difficile à supporter pour tous ceux qui l'aimaient. Son père a dit un jour que le calme après le verdict semblait plus lourd que tout ce qui l'avait précédé. C'était le son d'un monde où la voix de sa fille ne reviendrait jamais. La justice peut clore un dossier, mais elle ne peut pas ramener une fille. Et pour ceux qui se tenaient dans cette salle d'audience, regardant l'homme qui lui avait pris la vie disparaître dans une cellule de prison, il était clair que certains silences sont éternels.